Comme la Grèce antique, l'Afrique a ses héros, ses dieux et ses légendes. À l'ouest du continent, une toute petite frange de terre, dessinée selon le cours d'un fleuve, a vu passer une partie de l'histoire du monde. Ce fleuve s'appelle Gambie, ce pays s'appelle Gambie. Et ici, dans cette partie colorée du monde, l'histoire se raconte d'abord en musique. Le voyage commence à Dakar, la mégalopole sénégalaise qui possède l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Ouest. Le Pegasus, bateau de croisière battant pavillon grec, attend sagement ses nouveaux passagers. Son départ de Dakar n'est pas un hasard, puisque sa destination finale, la Gambie, est un pays qui, par le jeu des puissances européennes, est entièrement englobé dans le territoire sénégalais. Pendant des siècles, le commerce de l'or, de la gomme arabique, de l'ivoire est très florissant dans cette partie de l'Afrique. Mais il dépend du transport fluvial. Alors le fleuve Sénégal au nord et le fleuve Gambie, plus au sud, deviennent des régions stratégiques, des régions très convoitées. Les marchands, aussi bien européens que locaux, se faisaient concurrence à travers ces deux axes. Et bien entendu, il y a eu une concurrence entre Français et Anglais pour le contrôle de ces deux fleuves. 3 fois, les Français et les Anglais se sont succédés. Autour de 1775, les Anglais ont battu les Français, ont occupé Saint-Louis, ont occupé le fleuve Sénégal jusqu'à son cours supérieur, et ils contrôlaient en même temps la Gambie. Ils ont créé, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, de manière très brève, une colonie qu'ils ont appelée la Sénégambie, le Colony of the Senegambia. Mais ça a été de très courte durée parce que très rapidement, à la fin du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, les Français ont repris le contrôle du Sénégal au détriment des Anglais, mais les Anglais ont gardé le contrôle de la Gambie. Accorder les différentes versions de l'histoire n'est pas chose aisée, surtout lorsque l'une est papier et l'autre mélodie. Toutes les histoires et la grande histoire en Afrique se déroulent entre les cordes de cet instrument. Nous pensons qu'un griot tué est comme une bibliothèque brûlée. Je descends d'une famille que l'on appelle Djalé, ce qui veut dire une famille de griots. Mais on peut dire une famille de griots ou encore une famille de Djalé. La Gambie est un petit pays, mais nous avons tout de même 5 ou 6 langues selon les tribus, et chaque ethnie a ses propres griots. Alors ils leur donnent des noms différents. Par exemple, en français on dit griot,
En mandingue, Djalé. En Wolof, on dit Djewel. Les Foulas, eux, disent Nienyu. C'est toujours le même mot, mais dans des langues différentes. Cap sur le sud. À bord, une vingtaine de passagers curieux de l'Afrique et passionnés de nature. Pour une première escale, le Pegasus s'engage dans le delta des deux fleuves, Siné et Saloum, au niveau de la pointe de Sangomar, qui est une curiosité naturelle. Une longue bande de sable bloque les assauts de l'océan, protégeant ainsi les villages du delta, favorisant la pêche dans les îles. En partant explorer cette zone entre fleuve et océan, entre eau douce et eau salée, les voyageurs prennent toute la mesure du contenu de leur croisière. La découverte d'un univers de mangroves où la richesse des eaux nourrit depuis des siècles les populations, attirant également de très nombreuses espèces d'oiseaux. Mais la protection naturelle de cette zone est très menacée. Sur la côte sénégalaise, on parle beaucoup de l'avancée de l'océan et les îles du Saloum sont concernées. Avant, il y avait une bande de sable qui reliait Differ à Sangomar. Arrivé un moment en 1986, il y a eu une petite tempête qui a ouvert une brèche sur la bande de sable. Et depuis lors, la bande de sable a disparu graduellement. Et on voit cette distance qu'il y a maintenant entre ce qu'on peut appeler la pointe de Differ et la pointe de Sangomar. La conséquence, c'est que la mangrove a tendance à disparaître parce qu'il y a une salinisation, une acidification des terres. Et quand l'écosystème de mangrove est touché, c'est beaucoup de ressources halieutiques qui vont disparaître et qui sont en danger. Mamadou Modji est venu de Dakar pour prendre la mesure des changements dans la communauté qui vit autour de Differ. Les hommes ont pris conscience de leurs responsabilités dans l'avancée de l'eau de mer. Ne pas laisser les gens aller récolter individuellement. De manière sauvage. Voilà. Surtout que les gens, il y en a qui cueillaient le fruit, mais pas mûr. Oh là là. Alors ça, c'était une catastrophe. Maintenant, on a essayé de rationaliser, d'organiser une commission, de mettre sur pied une commission pour que ça puisse être géré de manière rationnelle. Et ça a marché. Ça a très bien marché. Alors, le risque, c'est la disparition des îles du Saloum. Vraiment, c'est un risque parce qu'il y a pas mal de pratiques qui se font et qui favorisent peut-être l'avancée de la mer, à savoir l'extraction du sable de l'autre côté de la pointe de Sangomar pour entrer dans la construction et tout. Donc à partir de ce moment-là, les gens ont compris que vraiment c'est le moment de lutter vraiment contre l'avancée de la mer.
quelques encablures seulement de l'océan Atlantique, la ville de Banjul apparaît. Celle que l'on appelait Bathurst, avant l'indépendance en 1965, est avant tout un port de commerce et de pêche qui s'anime avec son lot de travailleurs, de marins et de sirènes. Il n'existe pas de pont sur le fleuve Gambie. Seuls quelques bacs permettent la traversée entre les deux rives, larges chacune de quelques dizaines de kilomètres seulement. Ensuite, que l'on se dirige vers le nord ou vers le sud, on se retrouve inévitablement au Sénégal. Vraiment la Gambie, il faut donc remonter le cours d'eau et finir à l'extrême est du pays, encore une fois, sur la terre sénégalaise. Bien que disputée entre les puissances portugaises, anglaises et françaises pendant des siècles, la Gambie est aujourd'hui une terre mandingue, peuplée de nombreuses autres ethnies, dont les familles s'étendent par-delà ces bien minces frontières. Et le fleuve reste toujours un enjeu économique certain. La même terre, la même culture, le même peuple, et les mêmes langues. Ce n'est que le français et l'anglais qui essayent officiellement de différencier les deux peuples. Il y a beaucoup de commerce entre la Gambie et le Sénégal, ou surtout entre le nord du Sénégal et le sud du Sénégal. Il faut toujours traverser. Alors, il y a eu un temps, surtout pendant le temps de Kairaba Diawara, notre premier président, pour établir un pont sur le fleuve Gambie, mais comme il faut payer, même les Gambiens. Essayer de faire disparaître ces bacs-là va être au désavantage, n'est-ce pas, de la Gambie, économiquement parlant. La Gambie est gouvernée par un ancien militaire, Yahya Jammeh, un homme fort, assez peu apprécié des défenseurs des droits de l'homme. Depuis son accession au pouvoir en 1994, le pays marche au pas et chante les vertus de son président. Le développement économique, grâce au tourisme et à l'agriculture, est certain. Mais sur ces 1,5 million d'habitants, 60% de la population reste isolée dans les campagnes, souvent bien loin des routes, de l'électricité et des hôpitaux.
l'unité du pays, sa stabilité, doit beaucoup au système éducatif que le président a voulu développer en créant notamment une université. La Gambie se construit aussi sur son histoire qu'elle a mise en valeur dans plusieurs musées. Une histoire riche dont on ne cache plus les zones d'ombre. Quand les Européens sont arrivés, au départ, ils étaient seulement intéressés par le commerce. Alors ce qu'ils ont fait, c'est de prendre des accords avec les chefs et des rois locaux qui leur ont donné le droit de commercer, ou même certains monopoles. Donc ils ont commencé leurs affaires dans différents secteurs. La première marchandise, c'était les esclaves. Il y a eu beaucoup de commerce d'esclaves en ce temps-là. Je peux dire que plusieurs centaines de milliers de personnes ont quitté ce pays pour l'Amérique ou les Caraïbes. Alors les Européens ont construit plusieurs bâtiments de commerce, des comptoirs le long du fleuve. Dans ces villes dédiées au commerce, il y avait un mélange de populations européennes et africaines. Fada findu jamane janna tubabol ya kunta kinde samma ame Fada findu jamane janna tubabo kunta kinde samma. Like this island was first captured by the Portuguese, and they actually started slavery. But later the French also, they came and they took over the island, and British were the last people to arrive. And all the slaves that we are captured in the Gambia, they all have to go through this island. This island plays a very important role during the time of slavery. All the villages in the Gambia were all affected. But this village of Alebreda and Jufure were mainly affected simply because of the island. Because the slave masters could just easily cruise to the mainland and they do their hunting. And every day or after 2 days, they could always have 1 or 2 catch. But slaves were captured in both areas and we are all transported in this island. And they will have to stay here for a fortnight before they are all transported. Face à James Island, le petit village de Jufure est devenu célèbre grâce au roman Racine, écrit par un Afro-Américain descendant d'esclaves. L'histoire de Kunta Kinte, écrite en 1976, raconte la capture dans la forêt, puis le voyage dans la cale, les révoltes des déportés, et enfin la vie d'esclave avec ses tentatives d'évasion et les mutilations que cela entraîne. Africa, Africa, oh Africa. Alex Haley, auteur du livre et descendant de Kunta Kinte, a cherché des traces de sa famille dans les archives des compagnies anglaises. Il a ensuite fait le voyage jusqu'à la terre de ses ancêtres, la Gambie. Il a écouté la chanson des griots et remonté le temps sur 7 générations jusqu'à retrouver le jeune mandingue qui cherchait dans la forêt du bois pour sculpter un tambour. Une manière de s'échapper était de se cacher dans la forêt et vivre dans les chanderies. Certains avaient trouvé comme solution de se mutiler, vous voyez ?
Pour éviter la capture, ils se coupaient une jambe ou la main et personne ne pouvait les vendre comme esclaves parce qu'on ne pouvait plus en tirer un bon prix. Une autre manière de se protéger, c'était de devenir soi-même un trafiquant d'esclaves. Oui, vous devenez trafiquant, vous avez une arme à feu, vous vous protégez vous-même et votre famille, et vous capturez ceux qui sont plus faibles. Descendants d'esclaves, ils sont de plus en plus nombreux en Amérique à faire le voyage-retour pour venir en pèlerinage sur ces rives où un musée leur a été dédié. Ils ne retrouvent pas tous la famille de leurs ancêtres, mais Alex Haley, lui, a eu cette chance. À travers le témoignage de cette famille, on renoue symboliquement le fil d'une histoire qui doit beaucoup à la tradition orale. Dans la famille de Kunta Kinte, si vous leur dites qu'ils sont des esclaves, ils vous tuent. C'est une famille royale. Mais si quelqu'un d'une famille royale est emporté en Amérique ou en Angleterre, comment peuvent-ils savoir que vous avez du sang royal? Ce que mes parents m'ont dit à propos de Kunta Kinte, c'est que son père, qui faisait partie d'une famille d'érudits, avait noté sur le Kitaba que des étrangers avaient emporté son fils et qu'ils l'avaient vendu sur James Island, qu'on appelle ici Sandimuku Joyo. Tous les 2 ans, le Roots Festival rassemble sur les rives du fleuve Gambie son lot d'Américains, d'Antillais et d'Africains qui célèbrent ici la mémoire des victimes du commerce triangulaire. La grande majorité des visiteurs en Gambie, venant souvent du nord de l'Europe, sont des passionnés d'ornithologie. Autour du fleuve, dans les mangroves, ils peuvent facilement observer les oiseaux dans leur comportement naturel. La pêche, la reproduction, la fabrication des nids. Voici le nid de l'ombrette. Vous voyez le trou en dessous? C'est l'entrée. Ils sont très malins. Ils ont fait ça pour éviter qu'un reptile ne puisse se glisser à l'intérieur. Là, c'est une aigrette de récif. On trouve plus de 600 espèces répertoriées dans le pays et chaque année, on en découvre de nouvelles. Cette passion pour les oiseaux, importée par les Anglais, a fait des émules. Et beaucoup de jeunes Gambiens sont également devenus des experts. Malik est de ceux-là, lui qui avait pourtant vu les oiseaux comme des proies. I got interested on birds when I was at the age of 8 years. All right, but usually I used to have a catapult shooting the birds, you know, and now I'm the #1 person who hates people shooting the birds because it is in my blood now. Likewise in everybody here. Here, when we have business, people go out for business. When we don't have business, you can see people, you know, working locally, just enjoying the birds. So actually, it is our hobby. This is where we earn our living out of it too. So we don't have any best job other than bird watching. Yes. Il y a les animaux qui sont protégés puisqu'il y a la loi qui protège pas seulement les oiseaux, mais tous les animaux. On n'a pas le droit de les garder puisque notre premier président, c'était un docteur vétérinaire. Il savait l'utilité des animaux. C'est la raison pour laquelle il les a protégés.
très healthy. Le Pegasus s'est amarré face au petit village de Tendaba. Il est temps de faire connaissance avec la population. Dans ce village tranquille, où la vie est rythmée par la pêche, l'appel à la prière et les jeux des enfants, l'histoire a surtout laissé des traces dans les comportements. On se souvient encore des héros africains qui ont fait le grand empire mandingue. Soumaoro Kanté, le roi sorcier qui lutta contre l'islam et l'esclavage. Et Soundiata Keïta, né handicapé, qui réussit à étendre l'empire jusqu'à l'océan. Des influences qui ont marqué les esprits et les traditions. Les Mandingues sont venus du Mali. Ils sont arrivés par la Guinée-Bissau, l'empire du Kabou. Et après le Kabou, ils sont arrivés ici. Par le fleuve? Non, il n'y avait pas de pirogue pour arriver ici. Ils sont venus à cheval, à dos d'âne ou à pied. Aujourd'hui, on parle toujours mandingue et on respecte les fêtes. Par exemple, quand une femme accouche, on doit apporter l'enfant dans la forêt. C'est aussi une tradition mandingue. Voilà l'endroit où les Anglais avaient planté leur drapeau. Ça servait à montrer leur grandeur et leur puissance. Le roi qui vivait ici s'appelait Pharaon Tamba. Après qu'ils aient planté le drapeau, on n'a plus jamais eu de roi. Cette chanson a été composée au XIIe siècle, quand les Arabes ont traversé le Sahara jusqu'en Afrique de l'Ouest en faisant du commerce et en instituant l'islam en même temps. En ce temps-là, les populations ne croyaient en aucune religion. Ils croyaient surtout en la vie, que tout était naturel et que tout venait de la nature. Samanga demba boida, samanga demba boida, demba mambore baba, baba la de zanzangara, eso wanda, kabu yanjo. Après 4 jours de navigation, le bateau se réveille face à la ville de Kunto. Impossible pour le catamaran de remonter plus loin le fleuve.
Il attendra ici que les passagers voyagent en pirogue jusqu'à Georgetown. Un repos bien mérité pour tout l'équipage. Il y a beaucoup de pêcheurs tout autour de nous. C'est la situation la plus compliquée quand on navigue. Beaucoup de pêcheurs sur le fleuve et puis des filets partout. On doit donc être très attentif tout le temps pour ne pas emporter les bateaux et les filets sur notre passage. Je pense que c'est spécifique à la région car tous ces gens vivent de la pêche. Koundor est une ville carrefour. Une usine d'arachides et un grand marché hebdomadaire attirent chaque lundi les paysans, les éleveurs et les marchands des environs. La frontière avec le Sénégal est à moins de 10 km. Toutes les ethnies se retrouvent ici avant de reprendre la route pour leurs villages respectifs, qui sont parfois à cheval sur la frontière. On n'a jamais respecté les frontières. Même aujourd'hui, après l'indépendance, les gens d'ici ne savent pas où sont les frontières. Tu peux traverser pour trouver une épouse, par exemple. Tu peux passer la frontière pour travailler dans les champs. Et le soir, rentrer chez toi en traversant encore. Tu peux aussi passer la frontière pour assister à une cérémonie dans le village d'à côté et le soir revenir en Gambie. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, les frontières, personne ne s'en soucie. Et le peuplement de ces régions remonte à loin, comme le prouvent les mégalithes de Ouassou, dont on ignore encore les secrets. Des sites qui, s'ils étaient explorés, pourraient nous en apprendre sur nos origines. Le professeur Cheikh Anta Diop, il a même dit que bon, l'histoire de l'homme contemporain a commencé en Afrique. Et donc il y avait beaucoup de disputes et beaucoup de débats. Et il y avait beaucoup de gens qui l'ont disputé. Mais au fur et à mesure que l'on faisait des études poussées, l'idée que bon, l'histoire de l'homme contemporain a commencé bel et bien en Afrique. Parce qu'ils ont trouvé beaucoup de choses à prouver cette idée-là. Voyage en pirogue vers Georgetown, l'ancienne capitale du pays. Les paysages ont changé, plus de savane, mais une forêt très dense dans laquelle on peut observer des animaux protégés. Un spécialiste des primates est monté à bord pour renseigner les voyageurs. Where are they from? These chimpanzees, a lot of them came from around West Africa, in Guinea and Senegal and the Gambia. There was a large pet trade coming through here during the 80s and 70s, and so that's where they got a lot of the chimpanzees. Also, some of them came from California, some of them came from out in Denmark, through UK and Europe. Now, there may be a few that are Eastern, and that would be something that they would need to study to determine how pure the genetic lineage is here, if it's purely West African or if there's a different subspecies here. On the island, nobody's allowed. The
chimpanzees are very susceptible to human diseases, and also the chimpanzees are quite aggressive since they are familiar with humans. In the Gambia, the chimpanzees had disappeared around the early 1900s, along with a lot of other large mammal species here in the Gambia. It's become densely populated along the river, and so elephants died out around that time, giraffes, and then lions and other animals continued to die out later on, become extinct within the Gambia. But the chimpanzees were brought back up in the late 1970s to the islands, where they cannot escape from because they don't swim. Le souci de préservation de la nature est aujourd'hui bien ancré, car il va de pair avec le développement touristique. Préoccupés par ce sujet, des acteurs du développement économique ont pris de nouvelles dispositions. Pour visiter le fleuve, ce nouveau bateau est une petite révolution. Okay. Fabriqué en Allemagne, il vient d'arriver à Banjul et permettra d'économiser 100 litres de carburant par semaine avec d'autant moins d'impact négatif sur le milieu naturel. Propulsé par l'énergie solaire, il porte le nom de Solar Queen. On a un système solaire, vous voyez le toit, ce sont des panneaux solaires, mais on a aussi un générateur ici en avant et les batteries sont en bas. Ça veut dire que si on veut aller à une vitesse plus vite, on peut allumer le générateur et ça veut dire qu'on peut atteindre des vitesses jusqu'à peut-être 16 km à l'heure. Et notre campement aussi, il est à 100% solaire. Donc la nuit, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de générateur, il n'y a rien. On entend les oiseaux, les bruits. Mark Thompson est un amoureux de la nature et du silence. Son rêve pour la Gambie, c'est d'attirer les voyageurs en amont du fleuve. La plupart du tourisme qui existe en Gambie, c'est le tourisme balnéaire. Donc c'est les grands hôtels à la côte. Et ce qu'on fait à Hidden Gambia, c'est quelque chose d'un peu différent. Parce que la Gambie, ce qu'il y a de spécial ici, c'est le fleuve. Mais la plupart des gens ne voient pas le fleuve. Plus on monte le fleuve, plus c'est joli. Il y a des hippopotames, il y a des chimpanzés, il y a beaucoup d'oiseaux différents. Le fleuve et la forêt se marient dans la mangrove. Et très peu d'hôtels ont fait le choix de ce type d'emplacement, forcément très original. Makasutu est un mot mandingue. Maka veut dire, comme à la Mecque en Arabie Saoudite, un endroit sacré pour les musulmans, et Sutu veut dire la forêt. Il y a beaucoup d'histoires, de folklore qui se rapportent à cet endroit. Il y a le crâne d'un roi, son trône et sa couronne, qui ont été enterrés quelque part dans la forêt après une grande bataille qui a eu lieu il y a bien longtemps. Le gouvernement nous a soutenus dès le départ. Mais les gens d'ici ont d'abord pensé que nous étions des diables blancs ou quelque chose comme ça, à cause des histoires du passé. Il fallait qu'on soit des diables pour vouloir habiter à Makasutu. Mais quand on a commencé à embaucher des gens, ça s'est amélioré. Et aujourd'hui, nous avons 260 employés dans la zone. Et beaucoup de retombées pour la communauté. Tous les employés viennent des villages environnants, ce qui permet de rester en paix avec tout le monde.
24 heures de navigation pour que les passagers du Pegasus puissent rejoindre Georgetown, petite île posée sur le fleuve et qui garde aujourd'hui les traces d'un passé prestigieux. C'est vraiment une colonie historique importante, parce que ça a été mis en place par les Anglais en 1824. Ils voulaient s'en servir comme d'un centre d'échange, un site important pour le commerce à ce niveau éloigné du fleuve. Ils voulaient monopoliser le commerce dans cette zone de la Gambie. Donc, après Bartost, l'actuel Banjul, établi en 1816, la colonie suivante a été Georgetown. Dans cette zone, beaucoup de maisons de commerce ont été construites. C'est ce que les Français appellent comptoir. Tous ces Européens possédaient des plantations, comme la CFAO ou VCA. Toutes les compagnies de la ville de Bordeaux étaient représentées ici, dans ce grand centre de commerce. Aujourd'hui, Georgetown s'appelle Janjanbureh et son histoire est encore en construction, entre la tradition orale africaine et la réalité des dates, même si souvent les deux versions ne mentent pas. When I was a child, what all I understood about the place was it was a slave house. Until when I grew up, for the past 5-6 years, I understood from another historian that it is a warehouse, never a slave house instead. For the fact that slavery was abolished in 1807 and this building was here after 1807. So obviously it is a contradicting fact regarding the place. The ships were using here as a route, and the other bank of the river called Laminkoto, where there is a place that they call Jonkakunda. That was the place where the trade was existing. The British were using as a post, and beside trade was existing at that place, which is opposite right the island here. And as you can see from the signboard here, it is talking about the 16th and the 17th century. That's the oral tradition which maintains that early European and Luso-African traders used the site as a camping and assembling point for captured slaves waiting for shipment to slave markets abroad. The island was an ideal resting point for ships and boats. But at the other side of the signboard, that tells you about the written history. The building was used for a warehouse which was owned by CFAO. Omar est à l'affût des fausses réalités. Et quand ces jeunes filles sont à la recherche de la maison des esclaves, il ne peut s'empêcher de leur dire que ce n'était qu'une cave de marchandises. Pourtant, qu'ils soient passés ici ou ailleurs, les conditions de vie des esclaves étaient partout les mêmes. C'était posé sur les bras, comme cela, et fermé. Quand la personne voulait boire, elle le faisait comme un animal. Voilà comment ça se passait. Durant une quinzaine de nuits, ils étaient tous rassemblés ici, par terre, les hommes et les femmes, les enfants de 9 ou 12 ans. Tous coincés comme des sardines. Quand on les remontait pour les peser, on leur enlevait les chaînes. Un homme devait peser 80 kilos, c'était mieux pour le vendre. Les femmes, elles devaient avoir de belles dents, cela augmentait leur valeur. La date officielle de l'abolition est l'année 1807, mais le trafic illégal d'esclaves a continué encore longtemps après. C'étaient les Espagnols et les Portugais. Alors c'était très difficile pour les Anglais de stopper cette traite illégale qui se déroulait la nuit. À ce moment-là, les bateaux circulaient secrètement dans le noir,
et achetaient des esclaves. Et cela a continué jusque dans les années 1830. Parmi les vestiges, cet emplacement très symbolique où un arbre a été planté, l'arbre de la liberté qui remplace le symbole du pouvoir anglais. But beside the tree there was a British flag standing nearby. So if you touch the British flag, if you hook the British flag or you touch the fig tree standing nearby, then they will liberate you as a free slave. And how will they liberate you as a free slave? They put metal inside the fire until when it is red hot, and they make stamp on your back or at your right hand or left hand, anywhere at your body, so that they can, anywhere you go, they will recommend you as a free slave, and your name will be recorded in the register that you are free. But it is not easy, because this place was guarded by the soldiers by then, and those soldiers, they were armed. They are having big dogs, and they were having guns. Janjanbureh possède l'un des plus anciens collèges du pays, construit par les Anglais en 1927. On apprend ici à prendre son destin en main, à l'image de ces jeunes filles qui préparent leur terrain d'athlétisme. La Gambie a été la dernière colonie anglaise de l'Ouest africain à prendre son indépendance. Nous étions en retard sur l'engagement politique et sur la bataille d'émancipation vis-à-vis des colons britanniques. Si vous vous souvenez, beaucoup d'autres pays ont eu leur indépendance en 1957 ou 1960. Mais la Gambie a tardé à gagner son indépendance. Pourquoi ? Parce que nous n'étions pas autorisés à étudier. Il y avait très peu d'écoles à cette époque. Avec l'alphabétisation, nous avons été capables de demander notre liberté de gouverner. Et de cela, les étudiants sont très fiers. Après cette plongée au cœur du pays de mangroves, au cœur de l'identité gambienne, le Pegasus redescend lentement le cours du fleuve, en retenant la leçon du griot qui chante les louanges des rois, celles des héros et des histoires d'amour. Mais après tout, le griot n'est qu'un homme et son histoire, comme celle des livres, peut bien se teinter d'un peu d'orgueil. Il y a une grande controverse en Afrique à propos de cet instrument, la kora. Mais au bout du compte, il faut reconnaître que la kora est née en Gambie. Oui. Dans un village appelé Bourfoot, dans la concession des Sané, un endroit mystique. La kora a été trouvée par un homme qui venait du Mali. Il s'appelait Koria Moussa. Koria Moussa s'installe en Gambie. Il épouse une jeune femme albinos qui sera convoitée très vite par un esprit. Koria accepte en échange cet instrument magique qui lui permettra désormais de communiquer avec l'au-delà. Et c'est ainsi que la kora a été échangée contre cet albinos dans le bois sacré et que c'est devenu l'instrument de Koria Moussa.
Ainsi se terminent les histoires, les voyages et les légendes de l'Afrique, parmi lesquelles Homère aurait sans doute trouvé l'inspiration pour un poème. Fota jata mimma wo jata ke sugode su jata sangota kumolela kanake bana mafiya kumolela kanake